Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour cette conférence débat autour de la guerre en Ukraine et en particulier autour de la sortie du livre de Pascal Boniface, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique. Une conférence un peu particulière, vous le savez peut-être, puisque les 40 premières minutes du débat seront enregistrées dans le cadre de l'émission Géopolitique de Radio France Internationale qui sera diffusée sur les antennes de RFI ce samedi à 20h40, heure de Paris. On va essayer d'aborder un maximum de questions autour de ce livre. Et dans un deuxième temps, vous pourrez à votre tour poser vos questions aux trois invités. Pascal Boniface, évidemment, directeur et fondateur de l'IRIS. Bonjour. Bonjour. Armelle Charrier, journaliste éditorialiste en politique internationale et ancienne reporter. Vous chroniquez notamment sur France 24. Bonjour. Bonjour. Et Maurice Gourdeau-Montagne, ancien ambassadeur de France et ancien secrétaire général du Quai d'Orsay. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, nous souhaitions rendre hommage à Hélène Carrère d'Ancos, qui devait être présente lors de cette conférence, lorsqu'elle a été pensée par l'IRIS. Hélène Carrère d'Ancos, qui nous a quittés au mois d'août. Vous souhaitiez chacun dire un mot à son sujet? Oui, nous connaissions et apprécions tous les trois Hélène Carrère d'Ancos. On avait des réunions fréquentes, on se voyait, on discutait de l'actualité. Et donc, je voudrais lui rendre hommage. On l'avait vu peu de temps avant, d'ailleurs, dans ces locaux même. Et donc, je voudrais lui rendre hommage parce que Hélène a toujours été extrêmement bienveillante et attentionnée par rapport aux autres chercheurs, par rapport à l'IRIS. On lui doit beaucoup. Elle était venue très gentiment remettre les diplômes aux étudiants de la promotion de cette année, au mois de mai. Et elle avait fait un discours brillantissime de 20 minutes sans notes. Elle était venue aussi, d'ailleurs, ouvrir une année les géopolitiques de Nantes. Là aussi, un excellent discours sans notes. Et il y avait non seulement, bien sûr, Hélène impressionnait tout le monde par sa connaissance, par le nombre de ses livres, par la faculté qu'elle avait de décrypter les situations. Et je retiendrai également son extrême gentillesse. Elle était attentionnée à chacun. Elle ne faisait pas de différence entre les êtres humains, quel que soit le statut. Et vraiment, c'est une très grande perte intellectuelle et humaine que sa disparition. Armelle. Je retiendrai un mot, parce qu'on dit beaucoup de choses d'elle sur le fait d'être passionnée, d'être très grande connaisseuse. Et moi, ce qui m'avait frappé, en fait, c'est son raffinement. Le raffinement qui est à la fois physique, bien évidemment, le raffinement intellectuel, le raffinement des gens de grand savoir qui finalement parlent d'anecdotes, qui vous racontent l'histoire, qui vont chercher des biais où on ne serait jamais allé. Et tout ça dans un équilibre absolu, et puis le raffinement jusqu'au bout, dans la politesse, l'attention et sa tenue, bien évidemment, irréprochable, et toujours le mot juste pour parler. Maurice Gourdeau-Montagne. Je m'associe à cet hommage. Je pourrais le dire dans les termes qui ont été ceux de Pascal Boniface et d'Armelle Charrier. J'ai été un grand lecteur, comme beaucoup d'entre vous. Ensuite, j'ai appris par elle beaucoup de ce qu'était l'ancienne Russie, de ce qu'était l'Union soviétique, de ce qu'étaient les musulmans d'Union soviétique, qui était sa spécialité. Ils ne sont pas nombreux dans ce domaine. Et puis, je l'ai trouvée, quand j'étais secrétaire général du Quai, elle était présidente de la commission des archives. Et là, elle avait, je dirais, elle dirigeait les débats avec toutes les personnalités qui étaient autour de la table, avec beaucoup de justesse, de finesse et de gentillesse. Et son dernier ouvrage qui m'avait frappé, je le signale, quand même, c'était son livre sur la relation avec la France de Pierre le Grand à Lénine. Et ce livre était une histoire des occasions ratées, des rendez-vous manqués entre la France et la Russie. Et de ce point de vue, je trouve qu'elle laisse un héritage derrière elle qui mérite qu'on continue à s'en inspirer. Merci beaucoup. Vous avez d'ailleurs une pensée toute particulière pour elle dans ce livre, puisque elle est citée, les lecteurs auront l'occasion de le découvrir. Pour commencer, Pascal Boniface, vous souhaitiez, à travers cet ouvrage, aller à l'encontre des analyses émotionnelles qui sont faites lorsqu'on évoque la guerre en Ukraine. C'est d'ailleurs le sous-titre de ce livre. Qu'est-ce qui vous heurtait justement dans le traitement médiatique de cette guerre ? Alors, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas avoir d'émotions lorsqu'il y a des crimes de guerre, lorsqu'il y a des viols, lorsqu'il y a des massacres de civils. Bien sûr, on ne peut qu'être ému, choqué, bouleversé. Mais quand on analyse la guerre, eh bien, il faut passer à autre chose. On ne peut pas uniquement être dirigé par l'émotion. Et je trouve que dans de nombreux débats, il n'y avait peut-être pas assez de différenciation entre les analystes et les partisans, ceux qui avaient une cause à défendre et qui n'étaient pas tout à fait dans l'analyse. Et donc, j'ai voulu un peu aller à l'encontre de cela et puis tenir les deux bouts de la chaîne, que l'on puisse à la fois
condamner les crimes de guerre et la décision de recourir à la guerre de Poutine. C'est une agression, elle est illégale, elle est légitime, tout ceci est indéniable, mais en même temps réfléchir sur les erreurs qui ont été commises pour parvenir à cette situation, parce que je reste convaincu que cette guerre inacceptable aurait pu être évitée. Et malheureusement, ce qui m'a conduit à faire ce livre, c'est que dans les débats, on est sommé de choisir. Est-ce que tu penses qu'il y a des crimes de guerre ou est-ce que tu penses qu'il y a eu des erreurs à l'égard de la Russie? Moi, je pense les deux et je pense que c'est important, ne serait-ce que pour éviter de commettre les mêmes erreurs, d'y réfléchir. Armel Charrier, vu de l'intérieur d'une rédaction, justement, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, ce manque de nuances peut-être dans le débat? C'est aussi une guerre qui est de son époque, du XXIe siècle. Donc, vous parlez de l'intérieur d'une rédaction, mais à l'intérieur d'une rédaction, maintenant, on a des réseaux sociaux, en fait. Et puis, on est pourvu aussi d'informations qui sont envoyées sur place avec des vidéos, etc. Et c'est vrai que du coup, ça donne foison d'informations différentes. La capacité de se poser des questions, la capacité d'analyser, la capacité, en plus, on est dans un monde où l'influence est de plus en plus importante. Donc, la capacité de se demander d'où vient l'information, qui la propage, prend du temps. Et on est en fait aujourd'hui dans un monde d'actualité qui va extrêmement vite et où cette guerre a rendu un appétit pour en fait consommer cette guerre, regarder cette guerre au quotidien, et avec les réseaux qui du coup vont de plus en plus vite. Donc c'est vrai que ça demande toujours de faire un pas de côté, c'est-à-dire de comprendre ce qui est en train de se passer, de pouvoir commenter ce qui est en train de se passer, mais d'avoir un autre niveau qui est un niveau d'analyse profond en fait, pour se demander où est-ce qu'on se met, à quel niveau on se met, et comprendre quel est un jeu qui peut être un jeu régional de la Russie contre l'Ukraine, comprendre quel est un jeu qui va être celui de l'Ukraine et des Américains avec des Occidentaux, de recomprendre quel est un jeu qui va se mettre à un niveau entre les Américains et les Russes, et puis, parce qu'on travaille en chaîne internationale, de comprendre quel est le jeu supérieur après, qui va être un jeu multipolaire, parce que chaque pays va avoir son rôle. Et en fait, c'est ça la difficulté aujourd'hui, c'est d'avoir à la fois du concret sur le terrain à commenter, et à la fois de comprendre quels sont les appétits derrière. Maurice Gourde-Montagne, est-ce que c'est vrai aussi pour les cercles diplomatiques que vous côtoyez, cette absence de nuances? Alors, une absence de nuance, je ne dirais pas cela, parce qu'en fait, il y a chacun a sa propre évaluation de la situation. Ce qui est intéressant, et notamment dans le livre de Pascal Boniface, c'est la mise en perspective. La mise en perspective, essayer de voir quels sont les moments de basculement, quels sont les moments où effectivement on est passé peut-être à côté d'une opportunité. Et le propre des diplomates, c'est théoriquement d'éviter la guerre, parce qu'on doit considérer qu'une guerre n'est pas fatale. Et donc, comment essayer de décrypter le présent par rapport au passé? La géographie, l'histoire, la culture politique, sociologique, d'où on vient et vers où on va et où est-ce qu'on risque de déraper. Et je pense que de ce point de vue, il y a peut-être eu dans notre diplomatie, pas chez tous, mais chez beaucoup, une tendance à se laisser aller sans essayer d'analyser, alors même qu'on a des historiens, des experts, des journalistes. On ne manque pas de faits, on ne manque pas je dirais, d'écrits, de réflexions, d'analyses. Mais on ne se donne pas la peine de les regarder sur des sujets qui sont absolument essentiels. Et je pense en particulier à un point qui est très largement mis en exergue par Pascal Boniface, qui est la question de la sécurité. La sécurité est un sujet central pour les peuples. Alors, la sécurité, ça peut être vu de manière hallucinante par la personne concernée, mais nous sommes tous, en tant que citoyens, concernés par les questions de sécurité dans la vie civile. On peut avoir un voisin qui met des ordures sur le paillasson, qui risque de vous défoncer la porte. On a des gens plus ou moins délicats autour de soi, mais on essaie de s'organiser, on essaie de trouver des règles du jeu. Est-ce que nous avons cherché des règles du jeu avec ce pays? Est-ce que nous avons fait ce qu'il fallait à ce moment-là pour essayer de voir ce qu'il souhaitait et d'avoir des points de départ de négociation? Je pense que nous avons péché beaucoup par omission et par ignorance, et ensuite on va peut-être y revenir, mais par hubris, comme le dit à juste titre Pascal Boniface dans son livre. Oui, vous revenez justement, Pascal Boniface, sur la somme des dossiers qui ont contribué à creuser une sorte de fossé entre les pays occidentaux sous la conduite des États-Unis et la Russie. Tous ces événements prouvent, selon vous, que la Russie n'a jamais été traitée comme un partenaire dans l'élaboration d'un nouvel ordre mondial, multilatéral, à commencer par la volonté d'élargissement de l'OTAN. Comment cela a participé à marginaliser la Russie?
Alors on entend beaucoup la thèse, notamment depuis le début de la guerre, que la Russie a toujours été bien traitée, mais que c'est elle qui a refusé d'être considérée comme un partenaire, et qu'on lui a offert une place au G7 qui est du G8, mais qu'elle n'a pas su en tirer parti, et qu'on lui a ouvert les portes de l'OTAN par un partenariat, mais qu'elle était réticente, qu'elle était finalement de mauvaise foi depuis le départ. Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est quelqu'un comme Mikhail Gorbatchev, que ne peut pas considérer comme étant anti-occidental, s'est très longtemps plaint, jusqu'à son dernier souffle, de la façon dont le monde occidental a traité la Russie une fois et l'implosion de l'Union soviétique. On ne peut pas dire que Gorbatchev était animé de sentiments négatifs. Donc entre l'élargissement de l'OTAN, la guerre du Kosovo, excusez du peu pour ceux qui présentent l'OTAN comme étant une alliance purement défensive, la guerre du Kosovo vient quand même un petit peu rendre cette explication plus compliquée. Le déploiement d'un système de défense antimissile vu comme venant mettre en cause la parité nucléaire, que l'on disait destiné à lutter contre la menace nucléaire iranienne pour déployer des missiles en Pologne. Les Russes ont quand même un peu le sens de la géographie, ils pouvaient douter de cela. Bref, il y a eu un tas de gestes qui ont fait que on a plutôt considéré la Russie comme le vaincu, le pays qui avait perdu la guerre froide et qui donc n'avait pas tellement son mot à dire. Et parmi les phrases que Poutine a émises, c'est le fait de dire que la grande erreur des Russes, c'est d'avoir fait confiance des Occidentaux, et la grande erreur des Occidentaux, c'est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Donc, je pense qu'on a effectivement loupé des virages avec la Russie en ne les considérant pas réellement comme un partenaire, comme un pays vaincu, ce qui finalement a conduit à cette catastrophe. Cette guerre du Kosovo, vous la mentionnez notamment comme l'illustration d'un deux poids deux mesures. Vous vous souvenez, Armelle Charrier, de la façon dont elle a été traitée dans les médias et peut-être comment elle a marginalisé davantage la Russie? Elle a marginalisé la Russie, elle a marginalisé la Serbie encore, hein, qui en porte toujours la plaie hein, aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on est obligé, quand on travaille sur la guerre en Ukraine, de s'en souvenir. Et quand on a, par exemple, on voit ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, qui demandent, en fait, parce qu'ils ont un couloir qui est bloqué avec 120 000 Arméniens qui sont retenus à l'intérieur, et qui demandent comment est-ce qu'on peut s'en sortir, et qui regardent ce qu'a fait la communauté internationale. C'est l'exemple du Kosovo qui revient. Parce que d'un seul coup, c'est de se dire, à partir du moment donné où il y a une injonction américaine, où il y a une volonté américaine, c'est le seul moyen aujourd'hui de pouvoir avoir un État et de pouvoir avoir du coup une existence et une aide. Et c'est vrai que cette question-là, elle reste très, j'allais dire, pleine de sensibilité, parce que lorsque vous retournez sur le terrain aujourd'hui, ça reste un endroit qui est inflammable. On a toujours des griefs qui sont sur place, et du coup on a toujours des non-accès à un certain nombre de cimetières, parce que les frontières sont maintenant, on peut y aller, mais les populations n'osent plus y aller, parce qu'elles n'osent plus aller sur des territoires qui du coup leur sont ennemis, ou leur sont considérés comme étant totalement hostiles. Et cette fracture, elle reste, parce qu'il y a le goût du ressentiment. Et du coup, c'est vrai que cette question finalement, qui est aussi du côté américain, d'avoir voulu aider un certain nombre de pays à ce moment-là dans cette création, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine, qui fait aussi partie de toute une politique, qui est une politique menée par un certain nombre de personnes qu'on a vues sous les Clinton, avec Madeleine Albright, etc., ressurgit quand ça arrive aujourd'hui l'ère Biden, parce que ce sont des gens qui sont à peu près du même âge, donc ce sont des gens qui se sont côtoyés. Donc du coup, la capacité de porosité et d'explication en interne reste importante. Pascal Boniface. Oui, sur le traitement de ces deux guerres, on n'avait pas vu beaucoup en 99 d'images des populations bombardées. On le cachait plutôt. Là, on a toujours, dès qu'il y a un bombardement sur les populations civiles, on le montre. Pourquoi? C'est qu'à l'époque, c'est nous qui bombardions. Et que le porte-parole de l'OTAN avait tout à fait affirmé la nécessité d'attaquer les infrastructures de la Yougoslavie pour que les Yougoslaves réalisent leur erreur et chassent Milosevic du pouvoir. Donc là, alors je ne dis pas qu'il y a eu autant de crimes de guerre qu'il n'y a pas eu de crimes de guerre de la part de l'OTAN. Enfin, quand on bombarde des positions civiles, si, quand même. Mais à l'époque, donc, c'était pas montré. Alors que là, c'est largement montré. Maurice Gourdemontagne. Il y a un mot qui a été prononcé par Armelle Charrier, qui est le mot ressentiment. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement fort dans les relations internationales. Le ressentiment des peuples par rapport à ce qu'ils ont vécu. Il y a je fais une petite extension. Il y a
un historien de Cambridge qui s'appelle Julian Jackson, dont vous avez peut-être lu les œuvres, notamment sur De Gaulle, Une certaine idée de la France, qui a théorisé une mémoire collective émotionnelle des peuples. Je crois qu'elle fait partie de ce qui doit être pris dans l'analyse. Les Russes ont une mémoire collective émotionnelle qui est liée aux phénomènes de leur histoire. Nous avons la nôtre. Interrogeons-nous pourquoi personne sur l'échiquier politique français ne met en cause la dissuasion nucléaire. Mais je pense que profondément, dans notre mémoire collective émotionnelle, il y a le 25 juin 40 où la France a disparu de la carte. Je crois que ça fait partie de ces mémoires. Alors, parmi ces mémoires, il y a le ressentiment. Nous avons mis 40 ans avant la guerre de 14, et c'est pour l'Alsace-Lorraine largement que la guerre a été déclenchée. Donc il y a des choses qui se colportent. Après ça, on peut les dépasser. Il y a des exemples dans l'histoire où on peut dépasser ces ressentiments. Mais c'est quelque chose de très important, et ça rentre en compte. Et ce qui est mentionné sur la Serbie, le Kosovo, c'est ce que les Russes ont ressenti d'un manquement à la parole donnée par ce que nous leur avions promis, et ça, ils s'en souviennent. Et aujourd'hui, nous en payons tous le prix. Donc on peut parler d'un sentiment de mépris ? Un sentiment d'être négligé, de ne pas être pris en compte pour ce que l'on pèse. Le ressentiment de voir, par exemple, l'accord ABM, qui était un accord absolument fondamental des relations internationales, ou l'accord FNI beaucoup plus tard, être annulé par les Américains sans consultation. Alors même que du temps de la guerre froide, URSS et États-Unis se traitaient sur un pied d'égalité. On aurait pu imaginer d'ailleurs que le président Biden, qui avait rencontré Vladimir Poutine à Genève au début de son mandat, au titre de l'idée qui était, oui, nous sommes des puissances nucléaires à égalité, qu'on allait s'engager dans un dialogue entre ces deux puissances à ce titre-là. Pas du tout. On a continué sur le fait que les Russes ne sont que les Russes. Et ce que disait Obama, c'est une puissance régionale. Ça fait partie des choses qui s'accumulent. Alors après ça, je ne veux pas dire non plus que les Russes sont délicats dans les relations internationales, que la soldatesque russe n'est pas effroyable quand elle fait la guerre. Tout ça, c'est connu. C'est partout la même chose. Mais il y a des nécessités, il y a des réalités qui doivent être prises en compte dans ce que les Russes ont en tête, dans leurs objectifs et dans leur manière de se concevoir parmi les nations. Après ça, on en discute. Face à ce sentiment de négligence, à quel moment est-ce que les Russes décident de se tourner vers d'autres pays ? Quand en 2001, les BRICS à l'époque sont créés par Annalise Goldman-Sachs, il n'y a pas tellement de relations entre la Russie et la Chine. Ils sont pas à couteau tiré, mais enfin en tout cas, il n'y a aucune alliance et ils se méfient l'un de l'autre et ils n'ont pas beaucoup de respect. D'ailleurs, Kissinger, dans un interview récent à The Economist, a dit qu'il n'avait jamais entendu un diplomate russe dire du bien des Chinois et un responsable chinois dire du bien des Russes. Donc c'est quand même pas une très forte amitié sans limite. Et puis, en fait, vous avez beaucoup de géopolitologues aux États-Unis, comme Stéphane Wall, comme John Mearsheimer, qui ont dit la grande erreur des États-Unis, c'est de pousser les Russes dans les bras des Chinois. Et si vraiment il y avait le défi géopolitique majeur pour Washington et Pékin, eh bien, attirons plutôt les Russes vers nous plutôt que de les pousser dans les bras des Chinois. Et finalement, les différents présidents américains depuis le début du siècle ont défait ce qu'avaient fait Nixon et Kissinger, qui à l'époque avaient attiré la menace mineure qui était la Chine vers eux pour contrer la menace majeure qui était l'Union soviétique. Là, on s'est dit, non, en fait, on va... Et alors, bien sûr, ça permet de Joe Biden de triompher sur l'axe des pays autoritaires et la nécessité de créer une coalition des démocraties, mais on a largement contribué à rapprocher les positions de Moscou et de Pékin, qui ne sont pas une alliance, mais qui sont des partenaires très proches. Armelle Charrier. Je pense qu'en plus, chez la Russie et donc chez Vladimir Poutine, il y a une réflexion qui est antérieure, qui vient en fait à partir de moment donné où il y a des sanctions internationales qui sont versées, qui sont en 2014, après la première guerre qui s'est passée en Ukraine. Et là, forcément, il y a une notion de réflexion qui se met en place, qui est en quoi est-ce que ces sanctions internationales pèsent, et à partir du moment donné où elles pèsent, comment est-ce qu'on peut les éviter ? C'est-à-dire que le jour où on devra faire la guerre, on fera une guerre qui sera une guerre militaire, mais on fera aussi une guerre économique. Et là, on voit qu'il y a eu tout un travail de réflexion de la part de la Russie, avec entre autres tout un stock d'or qui a été pris, avec le fait d'avoir une logique un peu de dédollarisation. Mais cette réflexion amène à parler à d'autres partenaires qu'elle avait. Alors la Chine, bien évidemment, dont a parlé Pascal Boniface, mais un pays qui est sous sanction aussi, c'est l'Iran. L'Iran, elle le connaît d'autant plus que d'une part, il y a toujours, c'est la même région, et puis ensuite, ils se côtoient parce qu'ils font la guerre ensemble en Syrie aussi. Et donc, en fait, cette Ukraine va amener toute une réflexion qui va être, si on n'est pas dans ce camp-là, qui est le camp occidental, et donc on est dans un autre camp, si l'on ne veut pas être paria, comment est-ce qu'on arrive à reconstruire un univers
avec d'autres pays où du coup on apporte une plus-value. Et on peut y revenir après, mais moi ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de voir à quelle vitesse on a aujourd'hui des passages qui se mettent en place sur tout un système commercial, sur toute une idée d'aide d'armement, sur toute une idée d'aide économique, sur toute une idée aujourd'hui de contre G20, grosso modo, qui est en train de se monter, et finalement qui vient de votre question à la base. Et on va y revenir. Maurice Gourdeau-Montagne, vous souhaitiez réagir au Non, propos je d'Armel? pense que c'est tout à fait juste. Je pense que les sanctions sont un des faits majeurs de notre époque. C'est une manière de ne pas de faire la guerre sans la faire. Et les sanctions, aujourd'hui, sont devenues un phénomène qui touche 20 pays. On l'oublie, 20 pays sont sous sanctions. Et les Russes sont sous sanctions. Et donc, évidemment, compte tenu de ce que représente l'économie russe, on dit ce n'est que l'Espagne. Sans doute, mais c'est beaucoup de richesses naturelles. C'est des terres rares. C'est pour beaucoup de pays dans le monde à la fois des engrais, du blé, des huiles végétales. Ça compte. L'Ukraine, pareil. Donc, les sanctions paralysent l'économie de la planète. Donc, il faut contourner les sanctions. Donc, on met en place, comme vous le disiez, des systèmes de compensation rouble, roupie, rouble, baht, rouble, dong, vietnamien, rouble, yuan, etc. Et petit à petit, on se détache du système dollar et on essaye de monter un système parallèle. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce que les gens appellent le découplage. Ça va nous toucher. Et c'est là où c'est très important parce que nos grandes entreprises dans le monde ont, dans leur chaîne d'approvisionnement, un peu de produits chinois toujours. Comment est-ce qu'on va faire du commerce et comment est-ce qu'on va être payé si, lorsqu'on commerce avec la Chine, comme on commerce avec la Russie, on va être puni. Donc on essaie d'anticiper. Et finalement, petit à petit, il y a un camp, qui est le camp des Occidentaux, qui applique les sanctions contre la Russie, face au reste du monde, qui n'est pas un bloc. Ce sont des gens qui ne veulent pas vraiment choisir, mais qui veulent continuer à garder des partenaires. Et ça, le phénomène des sanctions est un phénomène central que cette onde de choc de la guerre en Ukraine est en train de me faire monter en puissance. Et ça, il faut l'avoir vraiment en tête. Lors du sommet des BRICS en Afrique du Sud, justement fin août, Vladimir Poutine a pris la parole à distance, donc puisqu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Qu'est-ce qu'il espère Quelle carte est-ce qu'il espère jouer diplomatiquement à cet endroit, avec l'élargissement en plus, qui est, je suppose, une bonne nouvelle Oui, pour c'est lui? une bonne nouvelle pour les BRICS, parce qu'il y a un club qui s'élargit, c'est un club, il y avait en plus beaucoup de candidats qui ont été refusés, parce qu'un élargissement trop fort, trop grand, on l'a connu en Europe, peut être déstabilisant. Ce que Poutine essaye de trouver à travers les BRICS, c'est de dire qu'il n'est pas isolé. Et donc, et de montrer que il est coupé du monde occidental, il est coupé durablement et fortement du monde occidental. On est revenu à peu près au niveau de relations qu'on devait avoir à l'époque de Staline et encore, mais il n'est pas isolé. Et donc, effectivement, et les déclarations de Lula disant que si ce n'est bienvenu, en tout cas, il peut venir sans problème au Brésil pour le premier sommet du G20, conforte cela parce que c'est ça qui est un peu gênant pour beaucoup, c'est que c'est pas un pays autoritaire qui dit à Poutine de venir, c'est un pays qui est quand même l'un des plus démocratiques et des 5 BRICS, certainement la démocratie la plus, des 5 BRICS originales, la démocratie la plus vivante. Et donc voilà, il n'est pas isolé. Alors il n'est pas voulu venir au G20, alors que là, normalement en Inde, l'Inde n'était pas partie à la Cour pénale internationale. Il ne risquait pas d'être arrêté. Sans doute qu'il ne voyage pas parce qu'il a des petits problèmes intérieurs qui ne sont pas tout à fait réglés. Mais donc il cherche. Et puis bien sûr, le but, c'est pas lui qui en parle le plus parce que. Mais le but de tous ces gens-là, c'est effectivement, et je rejoins Maurice Gourdeau-Montagne, c'est de dédollariser l'économie internationale et de faire en sorte que les échanges ne passent plus par le dollar et que certains aux États-Unis commencent à s'inquiéter. C'est Obama lui-même pourtant qui a recouru largement, CF, la BNP ou Alstom, qui a dit que les États-Unis étaient shootés aux sanctions. Et effectivement, ils sont shootés, ils sont dans une dépendance aux sanctions, ils le prennent un peu par réflexe dès que quelque chose leur déplaît. Et je pense que la coupure Ouest versus Est, elle tombe sur les sanctions. Et que beaucoup se disent aux États-Unis, mais finalement, est-ce qu'on n'a pas été un peu trop loin? Et à force de sanctionner d'autres pays, est-ce qu'on n'est pas en train de finalement mettre fin à la suprématie du dollar et faire en sorte que le dollar soit critiqué comme monnaie internationale? Maurice Juste Gourdeau-Montagne? un mot, effectivement, c'est la tendance. Et moi, je rejoins tout à fait ce que dit à l'instant Pascal Boniface. Je pense néanmoins que le chemin va être long. C'est un long chemin, mais la prise de conscience existe et les pays se regroupent dans un système parallèle. C'est ça qui est important. Après, le dollar reste encore à 60% la monnaie de transaction du monde. Mais ce qu'on observe, et on le voit notamment avec la Chine, c'est qu'effectivement, on a amassé de l'or, on se débarrasse de dollars énormément, et les transactions des pays qui commercent avec la Chine aujourd'hui sont plus importantes en yuan qu'elles ne le sont en dollars. Et ça, c'est une tendance qui montre qu'on est sur une ligne. Est-ce que ça prendra
5 ans, 10 ans, ça je ne sais pas ce que tu en penses, mais Des fois, ça va Pascal plus vite. Boniface. Des fois, des mouvements sont lancés. Alors, les Américains peuvent réagir. Effectivement, ils ont quand même encore un poids énorme. Mais en tous les cas, ça va vite. Et il y a 2 ans, personne ne disait qu'un jour le dollar pourrait être mis en cause. Aujourd'hui, il est mis en cause. Pour revenir aussi sur le sujet qui est au cœur de votre livre, Pascal Boniface, une question pour vous, Armel Charrier. Comment est-ce que la guerre en Ukraine, pardon, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a été abordé pendant ce sommet des BRICS? Il n'a pas été abordé. C'est-à-dire qu'en fait, la question, elle est évidemment centrale parce que elle est celle qui active notre monde occidental. Et puis, en fait, les BRICS ne voulaient pas en fait en faire l'écho, ils ne voulaient pas en faire, en être otage en quelque sorte. De la même manière que vous avez peut-être noté que au G20, même si Vladimir Poutine n'y est pas allé pour les mêmes raisons qu'il n'est pas allé au sommet des BRICS, parce que sinon il aurait été arrêté. Xi Jinping n'y est pas allé non plus, donnant ainsi du poids au sommet des BRICS, et que la déclaration, ils sont arrivés à obtenir une déclaration qui soit en deçà au niveau de l'Ukraine. Et en fait, je le rappelle pourquoi, parce que c'est dans la continuité de ce qui s'est passé pendant les BRICS. Les BRICS ont parlé d'élargissement et on parlait d'un monde en fait qui se construisait sur tout un ensemble d'autres choses qui sont évidemment, on peut mettre un ressentiment par rapport aux sanctions, par rapport aux Occidentaux, par rapport aux Américains. On peut être aussi dans un monde compétitif, donc il peut y avoir un biais économique qu'on peut voir par exemple au niveau de la Chine. Mais il va y avoir aussi une notion de valeur. C'est aussi un pays, les BRICS et les pays qui vont s'ouvrir derrière, ce sont des pays qui sont naturellement plus conservateurs, naturellement plus religieux, parce que le monde est naturellement plus conservateur et plus religieux que ne l'est l'Europe ou que ne le sont les États-Unis à certains niveaux. Et donc, du coup, tout ça se met globalement en place, que du coup, on trouve une association qui s'ouvre, qui est une association où elle fait rentrer 2 pays pétroliers, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis dans le Golfe, l'Iran qui reste aussi un pays, il y a l'Éthiopie et l'Égypte ainsi que l'Argentine qui arrivent. Donc, en fait, chaque pays des BRICS trouve un partenaire de jeu et fait rentrer du monde, alors qu'il n'y avait grosso modo que les Chinois qui étaient intéressés. Donc tout ça pour vous dire que leur idée, c'est de dire l'Ukraine, c'est une affaire d'occidental. L'Ukraine et les sanctions, c'est une affaire d'occidental. Et nous, on bâtit un nouveau monde autour de ça. Et on a même du coup une accélération parce que là, dernièrement, on a des déclarations du roi d'Arabie saoudite qui montrent en fait que le décalage qui est en train de se mettre en place, qui dit, vous savez, les pays du Golfe, ça va être en fait la nouvelle Europe. Et on va construire la modernité par les pays du Golfe. Je vois voir ça de mon vivant. Ce sont des phrases qui nous paraissaient insensées il y a encore un certain temps. Maurice Gourde-Montagny, vous souhaitiez non, je ne peux réagir? qu'approuver ce qui est dit. En fait, les centres, les pôles de croissance du monde sont en train de se déplacer. Il s'agit de voir où ils sont. Et ce qui est très intéressant, c'est que les BRICS, largement, représentent de nouveaux pôles de croissance. C'est la montée des pays émergents, comme ça qu'on les appelait. Ce sont des pays qui se sont émancipés de l'Occident. Et ça, c'est très important. Alors que nous attendions en général qu'ils se comportent comme nous, ou presque comme nous, ils s'émancipent. Et ça, c'est la guerre en Ukraine, conflit de blancs. L'OTAN contre la Russie, débrouillez-vous, c'est votre affaire, conflit dans lequel vous allez vous débrouiller parce que vous avez toujours appliqué des doubles standards, vous ne nous traitez pas comme vous vous traitez vous-même. Vous avez 2 poids, 2 mesures. Donc, nous ne suivons pas ce que vous dites. Donc, il y a un discrédit qu'il nous faut combler, qui sera extrêmement difficile à combler. Et ce décrochage amène effectivement les BRICS qui vont continuer à croître, qui sont en train de monter des systèmes parallèles. Et c'est là où on a un monde qui se disjoint. Comment est-ce que nous gardons le fil avec cette région du Golfe, avec la région, je regarde l'Indonésie de près. L'Indonésie est un des premiers pays à s'être démarqué quand le président Widodo est allé à Kiev et à Moscou il y a déjà 6 ou 8 mois, il est en présidence du G20 de l'époque, il était en présidence, eh bien, il est rentré en disant « Mon combat, c'est l'inflation, c'est lutter contre l'inflation et c'est nourrir mon peuple. La guerre en Ukraine, c'est une autre affaire. » En mars 2022, justement, quelques jours après le début du conflit, 141 États sur les 193 qui siègent à l'ONU condamnent cette agression russe. 5 ont voté contre, 35 pays se sont abstenus et 12 ne sont pas venus voter. Et parmi eux, Pascal Boniface, 24 pays du continent africain n'ont pas condamné la Russie ou alors ne sont pas venus voter. Ça fait un petit peu moins de la moitié du continent. Donc, comment est-ce que vous analysez
Les causes sont claires. Il y a à la fois les souvenirs historiques. Si vous êtes angolais, mozambicain ou sud-africain, vous dites quand on se battait contre l'apartheid ou contre le colonialisme, c'est plutôt Moscou qui nous aidait que les Occidentaux, et des liens ont été tissés. L'université Patrice Lumumba a quand même formé pas mal de gens. Et les choses plus concrètes, c'est que la junte malienne n'a pas trop intérêt à condamner la Russie, faute de quoi sa sécurité n'est plus assurée. Donc il y a souvenirs historiques, intérêt concret, pratique, mais c'est effectivement, vous avez raison de le souligner, dans le continent africain qui est le plus grand nombre d'abstentions et de gens qui n'ont pas voulu voter. Ceci étant, par rapport au vote qui était quand même assez massif de condamner l'agression de la Russie, il ne s'est pas traduit par la prise de sanctions. Et donc on voit bien qu'il y a un vote massif pour condamner l'agression, pour dire non, ce n'est pas normal de faire la guerre, et que par contre, quand on regarde les pays qui ont pris des décisions concrètes de sanctionner la Russie, il n'y a que les pays occidentaux au sens stratégique du terme, si on y intègre la Corée du Sud et le Japon. C'est là la grande division. Et de ne pas s'en rendre compte est extrêmement dangereux. Et dire que. Et puis il y a quelque temps, il aurait suffi que les États-Unis disent aux pays latino-américains, voilà, on a décidé de sanctionner la Russie, merci de faire pareil, ils l'auraient fait. Donc la doctrine Monroe a quand même battu en brèche. Il y a quelque temps, les Saoudiens, les Émiratis auraient fait pareil. Le pacte du Quincy, il n'existe plus. Et il y a quelque temps, les pays africains auraient fait comme la France l'aurait demandé de faire. Ce n'est plus le cas. Il faut quand même se rendre compte que, pour reprendre le titre de l'excellent livre de Maurice Goudron-Montagne, les autres ne pensent pas comme nous. Mais s'ils ne pensent pas comme nous, ce n'est pas parce qu'ils sont abrutis ou vicieux, c'est qu'ils ont un autre ADN géopolitique. Et le fait de vouloir marteler, de dire on devrait faire un peu plus de pédagogie pour qu'ils comprennent, et rajouter du mépris à l'insulte. Et puis un an plus tard, les votes se sont aussi modifiés. 7 États, cette fois-ci, ont condamné, n'ont pas voulu condamner l'agression russe, dont le Mali, qui s'était abstenu précédemment. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi, Armel Charrier, que la Russie a gagné la bataille de l'influence sur le terrain ? La Russie est un État, je pense, pragmatique. Donc, elle le gagne, cette bataille d'influence, parce qu'elle investit aussi. Il faut quand même être logique, avec tout un ensemble d'usines à troll qui, du coup, distillent un ensemble sur les réseaux sociaux d'informations fausses, erronées, ou alors, justement, saluant la gloire des uns et des autres. Donc, tout ça est assez travaillé. Mais c'est vrai que dans ces pays-là, en plus, le sentiment anticolonial reprend le dessus, il est là encore réactivé. Donc ces pays-là font forcément une césure. Mais on est là, en ce moment, dans des batailles qui sont des batailles d'information et qui sont des batailles de pays qui sont aussi tenus par une junte. Est-ce que derrière la population, si on allait la voir directement, est-ce qu'elle partagerait ce point de vue ? Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a quand même un ensemble de territoires où le maillage a quand même été fait, où il y a aussi un certain nombre de choses qu'ont fait les Français aussi bien avec des aides économiques, comme on voit avec l'AFD, par exemple, l'Agence française de développement, ou comme ont pu apporter un certain nombre de choses, même si c'est contestable, mais toutes les opérations militaires de lutte contre le terrorisme ont aussi libéré certains villages de poids de terrorisme qu'ils rencontrent aussi aujourd'hui. Mais là où vous avez raison, c'est qu'en tout cas dans le jeu d'échecs politique qui est en haut des gouvernements, ce jeu d'échecs-là a tendance effectivement à avancer. Et la question de la Russie de jouer effectivement d'un certain nombre d'États, ça s'amplifie parce que vous avez derrière le substrat de la guerre froide. Et dans le substrat de la guerre froide, vous aviez des États qui étaient pro-soviétiques, qui de toute manière avaient de l'armement, qui était de l'armement soviétique, qui avaient envoyé leurs étudiants étudier dans des universités soviétiques. Donc la question du pro-russe, elle peut se réveiller dans un certain nombre d'endroits si nous ne défendons pas la France et si derrière d'autres pays réinvestissent considérablement. Je voulais aussi parler de la présence militaire à travers les groupes armés, notamment Wagner sur le terrain. Est-ce que d'ailleurs vous pensez, Maurice Gourdon-Montagne, que l'annonce qui a été faite le 23 août dernier par l'agence russe TASS de l'accident d'avion de Yevgeny Prigojine, qui est le chef du groupe armé Wagner, va changer quelque chose à ce niveau-là ? J'aurais voulu juste ajouter à ce qui vient d'être Allez-y. dit par Armel Charrier, le fait qu'on est aujourd'hui aux prises avec une nouvelle génération. La transition de génération est un phénomène majeur dans nos pays, en Occident, quand il y a encore des jeunes, mais surtout dans des pays à très forte démographie. Et c'est le cas de l'Afrique. Et on a affaire à toutes ces juntes qui ont pris le pouvoir, sont des gens d'une génération que nous ne connaissons pas, ou que nous connaissons très mal.
la génération précédente avait été formée avec nous. Dans nos écoles, on s'était transmis le pouvoir, mais somme toute, et c'est comme ça ça s'est poursuivi, jusqu'à Ali Bongo, fils de son père, jusqu'à Paul Biya, encore au Cameroun, etc. Il y a encore quelques exemples. Mais là, c'est une nouvelle génération. Comment est-ce qu'on va travailler avec une génération qui n'a pas le souvenir de la colonisation telle que nous l'avons menée, qui est plus, je dirais, vulnérable à certains types de propagande, qui est dans la frustration de promesses non tenues en permanence? Ça, je crois que c'est important. Alors, pour répondre à votre question sur la disparition de Prigojine à la tête de Wagner, l'important dans cette affaire, c'est ce que Poutine tire, la manière dont Poutine tire son épingle du jeu. L'armée russe a sauvé l'honneur. L'armée russe n'a plus Prigojine et ses insultes permanentes, et vraisemblablement, la milice Wagner va continuer, de la même manière que les Américains, avec Blackwater, ont leur propre milice. Beaucoup de pays ont des milices. Le mercenariat est strictement interdit par les Nations Unies. Il y a une résolution du début des années 2000 qui interdit le mercenariat. Mais en l'occurrence, beaucoup de pays ont des mercenaires. Les Chinois sont en train de monter des milices. Les Turcs ont leur propre milice. Donc Wagner va continuer. La question, ce sera quelle est l'articulation des intérêts d'État russes avec les activités de Wagner. Je pense que de ce point de vue, la disparition de Prigojine va remettre un peu d'ordre dans le système. Un point qu'on n'a pas encore abordé, Pascal Boniface, c'est aussi ce déséquilibre des réactions internationales au niveau de cette guerre en Ukraine. Du côté de l'Ouest notamment, vous rappelez tout un tas de conflits qui sont encore en cours et qui sont passés sous silence presque, à la fois dans le traitement médiatique, mais aussi dans la réaction de la communauté internationale. Comment est-ce qu'on explique ça du point de vue des Occidentaux? C'est le deux poids, deux mesures. C'est qu'on met en avant des principes moraux, des principes dits universels, mais qu'on les applique de façon sélective. On ne les applique pas à nos alliés, on les applique à nos rivaux. Donc les principes ne sont pas tout à fait universels. Il y a quand même un paradoxe de dire qu'il est tout à fait inadmissible qu'il puisse y avoir des acquisitions des territoires par la force, mais qu'on ne dise rien sur la situation entre Israéliens et Palestiniens, où on a à peu près la même chose. De même que ce qui se passe en République démocratique du Congo, les manœuvres du Rwanda qui, par milice interposée, pillent ce pays et arrivent à exporter des biens qu'ils ne produisent pas dans leur sous-sol, est quand même quelque chose qui attire un peu l'attention, mais dans la mesure où le Rwanda est un pays allié, eh bien, on ne dit pas grand-chose. Donc tout ceci est vu quand même, les gens ne sont pas idiots, donc tout ceci est vu dans le reste du monde, et j'entends souvent dans les débats auxquels on participe les uns les autres de dire que le Sud n'accepte pas les principes universels, n'accepte pas les valeurs occidentales. Non, non, il les accepte, mais il nous reproche de ne pas les appliquer nous-mêmes et de le faire que lorsque ça nous arrange. Donc on met en avant des principes que l'on présente comme étant universels, mais on les applique quand ça nous arrange. Donc ça ne peut pas marcher très longtemps, les gens s'informent, les gens sont éduqués, et cela, il y a quand même l'exemple très connu, on condamne un coup d'État au Mali et on applaudit à celui qui se passe au Tchad. Donc il y a quand même là des absences de cohérence qui, à force, peuvent réduire notre crédibilité. Ça veut dire que l'Occident n'est plus reconnu comme un modèle de respect des droits de l'homme, tout simplement, et plus crédible dans ce rôle-là. Il perd en crédibilité, ça c'est indéniable. Et en plus, surtout, se rajoute le fait qu'il y a une liberté de parole dans un ensemble de pays qu'on n'avait jamais entendu jusqu'à présent. Parce que dans les couloirs, on pouvait tout à fait avoir ces reproches, on pouvait tout à fait avoir cette contestation, mais ensuite, on se retrouvait, on faisait partie d'un camp, on faisait partie d'un ensemble de pays qui allaient voter quand il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies, et là, et que du coup, il faut voter. Donc, il y avait des courants qui suivaient, et il y avait des intérêts qui étaient communs. Et aujourd'hui, les gens osent dire, vous ne nous faites plus rêver. Vous ne nous faites plus rêver parce que vous-même, vous n'êtes plus assez merveilleux, parce que les valeurs, justement, il y a une vraie, j'allais dire, fracture au niveau des valeurs qu'endosse aujourd'hui l'Occident, et puis que du coup, soit il y a il y a une contestation du consumérisme, soit il y a une contestation de travailler, effectivement, comme le soulignait Pascal, juste avec les accords comme ça là arrange un certain nombre de pays, et donc la liberté se retrouve. Peut-être que le consumérisme existera encore si on revient sur les BRICS, mais il se fera dans ces cas-là par d'autres monnaies, par d'autres enrichissements et par d'autres biais. Maurice Gourde-Montagne, est-ce que vous trouvez qu'il y a aussi un deux poids deux mesures
quant à la façon dont on considère Volodymyr Zelensky, dont on négocie avec lui ici? Alors, ça fait partie, le deux poids, deux mesures, il s'applique de tous les côtés. Si vous voulez. Il y a un deux poids, deux mesures s'agissant de Poutine. Poutine est poursuivi devant la CPI pour des actes ignobles. Alors, s'agit-il de génocide? S'agit-il de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité? Pascal Boniface en parle de manière extrêmement explicite et détaillée, notamment en faisant référence, je dirais, au texte qui fixe tout cela. Mais ce qu'on nous dit à nous, c'est mais très bien, mais alors, et Bush en Irak, et Blair, et Cameron et Sarkozy en Libye, etc., et le Yémen, qu'avez-vous fait? Donc, deux poids, deux mesures avec les dirigeants. Et donc ça, c'est un point qui est absolument central. Sur Zelensky, il y a un très bon chapitre sur Zelensky. Je crois que les émotions étant, je dirais, ce qui nous guide la plupart du temps, ce qui guide les opinions, eh bien, nous avons évidemment considéré que Zelensky est un héros. Et Zelensky, effectivement, quand on voit d'où il vient, il a joué un rôle absolument incroyable. Cet homme est un surhomme à sa manière. Après ça, étions-nous dans l'obligation d'accepter les menaces de Zelensky, de se faire insulter, notamment au Parlement français lorsqu'il a parlé de nos entreprises, etc., et en faisant le choix de parler d'entreprises françaises, mais pas d'entreprises américaines ou d'autres? Là, il y a peut-être une limite. Donc je pense qu'on se laisse facilement, guidé par des émotions, trop facilement, et intimidé par certains qui cherchent à tirer de nous le maximum. Il y a une question qui peut se poser. Moi, j'ai rencontré un jour Mme Merkel récemment. Et nous parlions de la manière dont la guerre en Ukraine s'est déclenchée et de la manière dont nous avons cédé systématiquement, nous avons fait ce que nous avons dit que nous ne ferions pas en matière de livraison de matériel. Toutes les hésitations qui ont été faites sur les systèmes d'armes, quels qu'ils soient, en passant par les tanks, en passant par les avions, et plus ça va, et plus on va livrer. Et aujourd'hui, les Américains, eux-mêmes réticents à livrer des chars Abrams, le font, et les F-16, on est en passe de le faire, puisqu'il y a l'autorisation donnée, comme on le sait, aux Pays-Bas, et je ne sais plus quel autre pays, je crois le Danemark, de livrer leur propre F-16. Et après, on va où? Est-ce que nous avons été assez courageux entre Européens, pour commencer, puisque c'est dans les conseils européens qu'on décide ce type de mesures, pour dire, voilà, quel est notre intérêt? Jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on se laisser entraîner? Car en fait, on se laisse entraîner. Si on regarde l'histoire, il n'y a pas au départ un objectif que nous nous sommes fixés. Alors on peut dire les Russes ont été plus forts. Les Russes n'ont pas changé véritablement leur tactique. Au contraire, ils voulaient prendre toute l'Ukraine, ils en prennent un petit morceau. Ce qui est inadmissible, il faut donc tout faire pour les en empêcher, pour créer les meilleures conditions d'une négociation le jour où elle aura lieu. Mais est-ce que nous-mêmes ne nous sommes pas laissés entraîner par, je dirais, la rhétorique du président Zelensky, qui par ailleurs a ses propres mérites, guide son peuple, a une opinion publique à gérer, etc. Mais voilà, où sont nos propres intérêts? Est-ce que nous y pensons? Est-ce que nous savons les définir? Et ça, c'est un grand sujet qui est largement traité dans ce livre. Un petit mot peut-être pour conclure avant qu'on passe aux questions de la salle. Une question que j'ai posée à chacun d'entre vous. Ce clivage dont on parle depuis le début de l'émission entre l'Ouest et le reste, si on traduit en français, est-ce qu'il est réparable et si oui, comment faire le pont entre les deux? Oui, il est réparable et la France a un rôle majeur à jouer. Le rôle de la France, l'ADN de la France, c'est justement de servir de pont, d'être un pays occidental, mais n'être pas résumé à son seul caractère occidental. Et historiquement, ce que la France a fait depuis le début de la cinquième, c'est justement de servir de relais entre le monde occidental et les grands pays du Sud ou les autres pays moins importants, mais qui voulaient être respectés, être entendus et ne pas être considérés comme quotité négligeable. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Alors, c'est une bonne chose que M. Modi soit invité au 14 juillet. On a peut-être loupé quelques occasions avec le président Lula, mais la France aurait un rôle important à jouer, mais elle hésite un peu parce que pour l'instant, on privilégie la cohésion européenne au fait de pouvoir agir de façon plus active et donc plus libre par rapport à ces grands pays du Sud. Et donc la nécessité de garder une ligne européenne unie nous brime un peu. Heureusement que dans d'autres circonstances, De Gaulle, Mitterrand et Chirac n'ont pas dit que la priorité était de garder cette cohésion européenne, sinon ils n'auraient pas fait ce qui est souvent leurs moments les plus importants de gloire diplomatique. Armelle Charrier? Alors, je vais peut-être pas être aussi optimiste parce que je vais me fonder sur 2-3 choses. Est-ce qu'elle est réparable dans notre imaginaire et dans notre volonté? Oui. Techniquement, on est en train d'ouvrir quand même tout un système de routes, de flux qui font générer du coup des rapprochements avec des pays et petit à petit l'Europe va s'en éloigner.
Donc, lorsque vous avez, par exemple, sur tous les flux pétroliers, des flux qui étaient d'acheminement vers la Russie, vers l'Europe, et qui d'un seul coup vont aller se construire vers l'Inde ou vers la Chine, lorsque vous avez des routes qui systématiquement d'exportation partaient du nord de la Russie ou partaient des pays asiatiques, allaient en Occident, repartaient ensuite en Asie, et qu'on est en train de découvrir tout ce qu'on appelle les routes sud-sud, et donc que finalement, on arrive à échanger beaucoup plus et plus rapidement avec des coûts de moins. On n'y est pas encore, mais ça va forcément jouer d'autres ambitions. On est quand même dans un monde d'argent, donc voilà. Et qu'ensuite, au niveau de la diplomatie, mais là, Maurice Bourdon-Montiane en parlera beaucoup mieux, mais il faut dans ces cas-là garder la parole, garder l'intérêt. Or, aujourd'hui, on voit qu'on a des rencontres qui se font à d'autres grands niveaux dans lesquels nous sommes totalement absents. Dernier point, est-ce que les jeunesses, à un moment donné, vont reprendre le pouls? Et là, forcément, ce sera que le temps qui le dira, mais les pays dont on parle sont généralement assez vifs parce qu'ils ont des ambitions, ils ont des vies à gagner. Et nous, en fait, nous avons déjà, en fait, quelque part, beaucoup de choses autour de nous. Donc, la jeunesse est moins dévoreuse, j'allais dire. Maurice Gordon-Montagne. Je crois que nous appartenons à une alliance qui s'appelle l'OTAN, nous appartenons à l'Union européenne, mais nous avons ce slogan que nous répétons souvent, que être allié n'est pas être aligné. Moi, je dirais, être allié n'est pas être enfermé. Et je pense que de ce point de vue, la France, parce que c'est sa tradition, a, je dirais, par nature, un besoin d'aller voir d'autres pays. Nous le faisons. L'Inde est un allié stratégique. Nous avons, avec la Chine, jusqu'à maintenant, préservé une relation exceptionnelle parmi les pays dits occidentaux. Nous avons une relation avec l'Arabie saoudite. La question, c'est qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous construisons comme type de partenariat qui nous sorte, je dirais, de là où nous nous sommes enfermés, c'est-à-dire ces alliances. Nous nous sommes enfermés nous-mêmes. Le président de la République a souhaité à un moment être invité aux BRICS. Alors le moment était sans doute pas très opportun. Les Russes ont dit que notre position inamicale, s'agissant du conflit, nous plaçait d'un côté qui faisait qu'on n'avait pas notre place. Ils étaient en train d'élargir, je dirais, leur socle avec 6 nouveaux pays, comme ça a été raconté. Mais oui, il faut regarder du côté des BRICS. Oui, il faut regarder vers l'Asie-Pacifique. Oui, il faut regarder là où ça se passe. Et il va falloir regarder, quand le temps s'y prêtera, l'Afrique, parce que l'Afrique est sous nos fenêtres. Oui, il faut regarder le Maghreb. Il faut sortir, je dirais, de cet enfermement dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. On a quelques intuitions. Elles sont justes, mais encore faut-il avoir les moyens de le faire, et le faire avec quelques alliés, parce qu'on ne peut plus jamais travailler en solo complètement. Donc, quel nouveau type de partenariat et avec qui? Merci beaucoup. Avant de prendre des questions du public, si vous voulez rajouter quelque chose, peut-être un mot de conclusion. Non, je crois qu'il est important, enfin, une fois encore, le fait de vouloir garder la réflexion ne veut pas dire que l'on ne subit pas les choses, que on est contre l'émotion et que, bon, et on condamne évidemment les crimes de guerre, mais je crois qu'on ne peut pas uniquement... Il y a quelque chose qui est un peu agaçant dans les débats, c'est quand on fait venir des gens qui sont des acteurs et d'autres qui sont des analystes. On ne fait pas la même chose. Et c'est vrai que lorsqu'il y a des Ukrainiens sur un plateau, ils nous reprochent des positions, mais on n'a pas forcément les mêmes. Donc je crois qu'il est important de garder un espace de débat rationnel, un espace de débat contradictoire, où il n'y a pas forcément des insultes, des accusations à l'emporte-pièce, et que le fait de pouvoir... moi, j'ai commencé à travailler sur les questions stratégiques dans les années 80. Il y avait la bataille des euromissiles. C'était un moment extrêmement important. Et puis après, il y a eu la guerre des étoiles. C'était aussi extrêmement important. Les gens n'étaient pas d'accord, mais ils ne s'insultaient pas. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment les arguments en faveur du déploiement des Pershing 2, d'autres qui étaient contre, mais bon, il y avait des polémiques, mais c'était des polémiques, c'était pas les insultes là, et c'est pas uniquement les réseaux sociaux, parce qu'on a les mêmes choses dans les médias mainstream. Très rapidement, il y a quand même un caractère beaucoup plus incendiaire dans les débats, et je pense que le rôle des journalistes sérieux, ils sont nombreux, le rôle des diplomates sérieux, le rôle de ceux qui participent au débat, c'est de garder un cercle de raison sur les débats qui doit bien sûr être contradictoire, mais l'autre, celui qui n'est pas d'accord, n'est pas un ennemi à abattre. Merci. On a un micro, c'est ça? Si vous voulez poser vos questions. Bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Merci pour vos commentaires et vos infos.
Je voudrais revenir sur l'idée de la France comme puissance d'équilibre qui pourrait jouer un rôle spécifique au sein de l'Occident. Je pense que c'est une idée qui pouvait être valable au temps du général de Gaulle, mais qui n'est plus valable aujourd'hui, puisqu'on est de plus en plus inséré dans le système européen et dans le système atlantique. Un peu plus fort. Je pense qu'il faut juste que vous Voilà, vous m'entendez mieux? Oui. Non? Pas Parlez en dessous, mettez le micro en dessous. en dessous de votre menton. Ici? Vous m'entendez? Oui. Oui, je disais que la France étant très insérée dans le système européen de plus en plus et dans le système atlantique, je ne pense pas qu'une politique à la De Gaulle d'équilibre soit de nos jours possible. De plus, le poids relatif de la France par rapport au reste du monde est en net recul et ça va continuer. Donc il faut trouver une solution européenne, à mon avis. Mais là où vous avez raison, c'est de dire que la coopération et la coordination au plan européen ne fonctionnent pas, puisqu'on a 27 États européens et ce n'est pas la Commission européenne qui peut mettre en place une ligne commune. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à une puissance européenne plus cohérente, dans le sens de ce que veut faire le gouvernement allemand, qui propose de créer un gouvernement européen pour les questions de diplomatie, de défense, d'industrie et de recherche, avec quelques pays au début, et qui ensuite pourrait prendre une indépendance par rapport aux États-Unis et jouer ce rôle de puissance, une indépendance peut-être relative, et jouer ce rôle de puissance d'équilibre de manière réelle, et pas seulement de manière incantatoire ou de propagande. Merci. Qui souhaite répondre? Maurice, Cour de Montagne. Je vais dire quelques mots, oui. Bon, nous sommes, effectivement, le poids relatif de la France diminue. Nous étions la 3e ou 4e puissance économique, nous sommes maintenant au 7e rang, 8e rang, nous nous faisons dépasser par beaucoup, l'Inde est passé devant, etc. Nous sommes un pays qui, sur le plan démographique, relativement pèse encore en un taux de fécondité et de natalité qui est fort, les deux étant différents, mais on est bien placé en Europe. Néanmoins, on est un pays qui relativement diminue. On est encore membre permanent du Conseil de sécurité, on est encore une puissance nucléaire, on est un pays qui a encore des responsabilités du fait d'un certain statut. Combien de temps ce statut, nous arriverons à le conserver? Ça, c'est une question qui se pose. Quand on voit monter les BRICS, quand on voit monter, je dirais, l'idée, l'appétence d'une nouvelle gouvernance mondiale. Donc, comment est-ce qu'on existe? Alors, l'Europe est sans doute une solution. Elle n'est pas toute la solution. Elle ne doit pas nous empêcher, comme on l'a dit tout à l'heure, de sortir, je dirais, du groupe pour pouvoir aller au contact avec d'autres. Est-ce qu'on est capable de retrouver l'autonomie stratégique? Ça, c'est une grande question. La guerre en Ukraine amène 23 membres sur 27 de l'Union européenne à être dans l'OTAN. Donc notre marge d'autonomie, elle est très faible. On verra ensuite comment ça va se passer avec les élections américaines. Est-ce qu'il ne sera pas nécessaire de créer un pilier européen de défense? Mais avec qui et comment? Regardons, vous êtes officier général? Non, j'entendais. Bon, mais bon, bref, il y a peut-être des officiers parmi vous. Quand on regarde la production de matériel militaire, la production d'armement en Europe, nous dépendons largement de l'approvisionnement de pièces américaines que les Américains nous donnent au compte-gouttes quand nous en avons besoin. Donc, de quelle marge de manœuvre disposerons-nous? La question, c'est, une fois de plus, avec qui, comment l'Europe se constitue, avec qui nous allons travailler. Comment l'Europe se constitue? Effectivement, il y a la piste que les Allemands ont donnée. Avec qui le fait-on? Est-ce que nous voulons que les Polonais nous entraînent dans une guerre contre la Russie? Quelle place va-t-on leur donner? On est obligé néanmoins de réfléchir à ce déplacement du centre de gravité vers l'Est avec la Pologne. 500 000 hommes en 2030, 4% de son budget sur le plan militaire, c'est leur objectif. Est-ce que ça va continuer? On n'en sait rien. Est-ce qu'on recrée quelque chose? Nous avons une loi de programmation militaire. Les Allemands eux-mêmes ont un fonds spécial plus un effort dans leur budget. Les Polonais ont donc cet objectif. Comment est-ce qu'on reconstruit quelque chose? C'est un long chemin institutionnel, un chemin pour les opinions. Alors, il y a des textes de référence, moi, auxquels je renvoie, qui sont d'une part le discours, effectivement, du chancelier Scholz à l'Université Charles à Prague, et je pense que c'est à ça que vous faites référence, où il y a l'idée d'une souveraineté européenne, d'un conseil
d'un conseil de défense européen avec les ministres de la défense européens. La question de l'énergie n'est pas traitée, c'est un sujet central sur lequel on n'arrive toujours pas à se mettre d'accord. Et puis, il y a la conférence du président de la République à Bratislava, élargissement de l'Europe. Et puis, derrière, cette idée d'une confédération européenne dans laquelle on pourrait avoir un cercle extérieur avec des gens qui partagent certains principes, avec qui on peut avoir certains types de coopération, et puis des États successifs, et au sommet, quelques pays qui, eux, partagent véritablement les mêmes objectifs, la même politique. La question est posée, parce qu'on ne peut pas se satisfaire de la situation présente. Est-ce que les leaderships dans les pays sont capables de mener ce type de réforme ? Ça, c'est un grand sujet, c'est ouvert. Mais je pense que vous avez raison de poser cette question. Elle est totalement ouverte. La France ne peut exister qu'avec d'autres, mais avec qui et dans quel contexte ? Et la question est ouverte. Bonsoir, merci aux intervenants pour cette présentation. Donc, Karl Haddad, ancien étudiant de l'IRIS. J'ai deux questions pour vous aujourd'hui. La première étant sur le plan, on va dire, occidental, enfin euro-atlantique. Nous voyons un soutien militaire exponentiel des pays de l'OTAN à l'Ukraine. Est-ce que les pays européens seront en mesure de remplir leur stock après le conflit et sous quelles conditions? Ma deuxième question tourne autour de l'espace post-soviétique et les conséquences pour les relations entre la Russie et les États issus de l'effondrement de l'URSS suite à cette guerre. Merci beaucoup. Monsieur Boniface, peut-être sur le soutien militaire de Sur le La première question sur le soutien militaire des pays de l'OTAN, l'Ukraine. Ici, apparemment, le président Zelensky vient de déclarer qu'il commençait à avoir des doutes sur le fait que ce soutien militaire soit éternel et durable. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient et il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas y avoir le changement un jour. Pour l'instant, en fait, la thèse occidentale, c'est de dire notre crédibilité est en jeu. Donc, ils ne le font pas pour l'Ukraine, ils le font un peu pour eux. Comme ils se sont engagés en faveur de l'Ukraine, ce qu'on entend, ce qu'a dit le président devant les ambassadeurs lundi il y a 15 jours, ce qui a été répété par beaucoup au forum du Futuroscope, c'est notre crédibilité est en jeu et si on abandonne l'Ukraine, on ne sera plus crédible. Donc, on doit continuer à soutenir l'Ukraine. Le problème dans cette théorie, c'est qu'on n'est pas sûr que l'Ukraine puisse obtenir ses buts de guerre, qui est de reprendre tous les territoires, Crimée comprise. Et que, en plus, la deuxième erreur, c'est qu'on dit que ce sera aux Ukrainiens de décider quand est-ce qu'ils vont arrêter la guerre. Donc, ce que l'on peut croire, effectivement, c'est que ce soutien ne soit pas éternel et que, on l'a beaucoup dit, y compris avant l'été, et on le dit un peu plus que l'été est passé, qu'on attend la contre-offensive et que si la contre-offensive ne livre pas tous les résultats espérés, il y aura peut-être quelques messages en direction des Ukrainiens pour qu'ils passent un compromis territorial. Ou qu'ils ne passent pas un compromis, mais en tous les cas, sans passer un compromis, que les combats s'arrêtent et que les questions territoriales soient remises à plus tard, ce qui est d'ailleurs la demande de tous les plans de paix venant du Sud, qu'il s'agisse de l'Indonésie, du Brésil, des pays africains ou de la Chine. Donc, le grand problème, c'est qu'on a un objectif qui est donc d'aider l'Ukraine à atteindre son objectif. Donc, on a assez peu de prise sur l'objectif. Le deuxième problème, c'est qu'on ne s'en donne pas les moyens. On s'en donne pas les moyens. Donc, c'est un peu compliqué de parvenir à cela. Et il peut y avoir des révisions déchirantes. Et je me demande si notre crédibilité ne sera pas encore plus atteinte, si on s'est fixé des objectifs que l'on va devoir admettre ne pas pouvoir obtenir. Armelle Charrier. Je compléterai parce que vous avez demandé un peu au niveau des stocks, etc., comment est-ce qu'on était. C'est une question parce qu'aujourd'hui, on commence à voir dans un certain nombre de paroles de plus haut gradé, je pense au chef d'état-major américain, par exemple, des capacités sur le fait que la guerre en Ukraine et la contre-offensive étaient compliquées et que, du coup, le gain n'était pas acquis comme il se doit. Et que derrière, on va avoir des élections américaines et que donc, comment est-ce que derrière, on va parler ? On est à, je crois, presque 40 milliards de dollars qui ont été donnés juste
stricto sensus en matière militaire. Donc la question, elle va de nouveau être de plus en plus déterminante. Et on va voir transparaître un certain nombre de choses. Côté européen, on a énormément d'annonces. On a des annonces sur les Césars, on a des annonces sur les munitions, on a des annonces sur les Rafales, on a des annonces sur tout un ensemble de biens qu'on donne. Mais les difficultés sont grand 1 que même quand on livre du F-16, il faut un minimum de 1 an pour avoir des pilotes qui peuvent être opérationnels. Que ensuite, si on veut faire voler en escadron, c'est-à-dire avoir une capacité maximale quand il y a plusieurs pilotes en vol, c'est un minimum de 3 ans. Donc ce qui nous amène forcément sur des calendriers qui sont plus importants, qu'aujourd'hui on donne au maximum de ce qu'on peut donner, mais on n'a pas encore relancé toutes les industries de défense. Donc là on voit qu'on a un changement radical dans la cartographie de la défense européenne. La France par exemple livre beaucoup de choses aujourd'hui qu'elle prend sur ses stocks, avec du coup de l'entraînement qui est moindre, capacité de fait parce qu'on donne aux Ukrainiens. Et donc, du coup, derrière, il va bien falloir qu'on réamorce tout ça. Et pour réamorcer tout ça, ça va prendre aussi un certain laps de temps. Et qu'on voit du coup qu'il y a un certain nombre de pays qui sont allés dans une urgence. La Pologne a monté 4% de son PIB sur les budgets de la défense. L'Allemagne a demandé une augmentation de son budget de la défense. Et comme c'est la première économie européenne, elle arrive à 100 milliards. On a les pays baltes qui sont au-delà du 2% du PIB, etc. Mais un pays comme la France, pour l'instant, n'est pas dans cette expansion-là. Donc cette problématique aujourd'hui, elle reste effectivement très importante parce que vous parliez tout à l'heure de sécurité. Derrière, c'est la sécurité qu'on joue aussi. C'est la sécurité de nos États et c'est la capacité aussi d'intéresser. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier, on n'en a pas parlé pendant la conférence et je voulais le dire parce que moi je me souviens quand je suis allée suivre le sommet de l'OTAN par exemple en Lituanie tout à l'heure, il y a quelques semaines, et les Lituaniens sont très 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 impliqués dans ce qui se passe en Ukraine. Ils se sont très concernés. Dès qu'il y a des quêtes, ils donnent énormément d'argent justement pour pouvoir acheter de l'armement. Mais derrière, ils savent très bien que s'il y a un risque, il viendra jusqu'à chez eux. Et que même si on parle de tout ça, c'est une guerre qui est extrêmement meurtrière qui est en train de se passer en Ukraine. Et que quoi qu'on dise des Ukrainiens, quoi qu'on dise des Russes, etc., ce sont des pays qui perdent beaucoup de monde. Le nombre de morts ukrainiens est quasiment secret. On sait qu'il s'oriente aux alentours des 100 000. Ensuite, évidemment, il faudrait pouvoir avoir davantage. On sait que dans la contre-offensive en ce moment, c'est bien plus. Les blogueurs annoncent des chiffres qui sont assez importants. Et quand on regarde, je regarde différents blogs dans différents pays pour en fait avoir une idée plus large en fait et pas me prendre par un seul biais. Mais on voit. Et donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est qu'il faut se rappeler qu'au nom de la sécurité, on a quand même quelque chose qui est extraordinairement meurtrier, que derrière, il y aura une génération ukrainienne qui sera une génération de jeunes garçons qui va mourir, et qu'on l'a déjà vu, ça, quand on était en Bosnie, en Serbie, Bosnie-Herzégovine, à Sarajevo, etc. Et je suis allée faire des reportages où il y avait dans les villages, il y avait des enfants, où il y avait des vieillards. Enfin, ce sont des guerres, c'est pas rien. Et donc, du coup, quoi que la façon dont on parle, je crois qu'il faut toujours rappeler cette notion très humaine avant toute chose, parce que sinon, effectivement, on l'oublie un peu. Bonsoir, messieurs, dames. Je vous remercie de vos interventions. Donc, j'aurais une question par rapport aux prochaines échéances démocratiques qui vont avoir lieu, notamment en Inde et aux États-Unis l'année prochaine. Est-ce que vous pensez qu'en cas de changement de majorité, notamment si un républicain passe ou si en Inde le parti du Congrès arrive au pouvoir, est-ce que vous pensez que cela pourrait changer la donne au niveau géopolitique et notamment sur le sujet de la guerre en Ukraine? Et j'ai une autre question un peu plus simple, un peu plus rapide. Au sujet de la Turquie, comment vous comprenez sa position et ce que veut mettre en place Erdogan, notamment avec les négociations pour le blé et à l'avenir? Je vous remercie de vos réponses. Merci pour les questions simples, parce que... Bon. Sur la première question, est-ce que si le parti du Congrès gagne en Inde, est-ce que ça changera? La politique internationale, vraisemblablement pas, parce que Rahul Gandhi, qui fait une tournée actuellement en Europe, a été interrogé sur le sujet et il a pris officiellement position en disant que la politique étrangère de l'Inde ne changerait pas et qu'on continuerait la politique du Premier ministre Modi et du BJP, c'est-à-dire une politique, alors en interne, ça ne sera plus une politique d'hindouisation
massive, mais la politique du plurialignement indien, c'est-à-dire je vais là où mon intérêt me commande, je suis un jour avec les Occidentaux, un jour au BRICS, un autre jour à l'OCS, et un troisième jour à faire des manœuvres sous le nez des Japonais avec les Russes et les Chinois, ça ne changera pas. En revanche, ce qui va changer, c'est évidemment ce qui peut se passer aux États-Unis. Et là, c'est, je dirais, le coup près. Est-ce que les républicains, Trump ou DeSantis ou un autre, remportent les élections ou pas? Déjà, on va voir des changements. Et là, j'ajouterais à ce qui a été dit précédemment, on va voir, avec la campagne électorale qui se rapproche, sans doute un changement de focalisation de la politique américaine. Vous avez deux événements qui vont faire monter la tension. Vous avez d'une part Taïwan, et les élections présidentielles à Taïwan à la fin janvier prochain, et vous avez ensuite, évidemment, les élections américaines présidentielles à la fin de l'année. Les tensions vont augmenter. Vous avez peut-être observé que les Chinois viennent d'envoyer un porte-avions avec 39 avions dans le détroit de Taïwan. C'est la première fois qu'ils le font. Donc il va y avoir, je dirais, un titillement des deux côtés. Taïwan, c'est un sujet en soi, mais Taïwan va être un test. Et la Chambre des représentants, qui est à majorité républicaine depuis les élections du midterm de l'an dernier, a déjà monté un select committee, une commission spéciale pour surveiller ce que fait la Chine. Donc l'enjeu de politique intérieure américaine, l'enjeu pour l'opinion, ça ne va plus être l'Ukraine, ça va être la Chine. Et sans doute a-t-on vu le dernier paquet voté par le Congrès pour aider l'Ukraine sur le plan militaire. Comment les Européens prendront le relais? Je crois qu'Armelle Charrier a répondu, il n'y a rien à ajouter à ce qu'elle a dit. La question va se poser exactement dans les termes où elle l'a dit. Mais la question va être du côté américain, ça va être la Chine. La Chine va être au premier plan des préoccupations. La question qui se posera pour nous, c'est est-ce que nous nous laissons emmener dans une croisade anti-chinoise par les Américains? Et quand on vous avait parlé, Armelle, du sommet de Vilnius, il y avait eu de l'OTAN cette année, il y avait eu le sommet de Madrid l'année dernière, il y a un petit paragraphe dans la déclaration finale du sommet de l'OTAN qui dit que la Chine pose un problème systémique à la sécurité euro-atlantique. Ça, c'est un petit signal pour dire nous aurons besoin de l'OTAN face à la Chine. La question qui se posera, c'est est-ce que l'OTAN a vocation à structurer la sécurité internationale? Moi, je fais partie des gens qui pensent que certainement pas. Les Américains, d'ailleurs, sont en train de préparer en dehors de l'OTAN un certain nombre de choses, puisqu'il y a AUKUS, dont on se souvient, il y a eu des réunions avec les Coréens, avec les Japonais récemment. Bref, ils sont en train de monter quelque chose. Donc voilà, ça va se déplacer et on va se trouver avec vraisemblablement l'Ukraine à gérer, comme nous avons géré la fin de la guerre en Yougoslavie. Ce qu'on peut se dire, c'est qu'il faudra reconstruire l'Ukraine. L'Ukraine va être dans l'Union européenne jusqu'à quel point, des négociations, etc. Je pense que nous serons très sollicités sur le plan budgétaire et financier pour aider à reconstruire l'Ukraine. Et je suis certain que les Américains viendront couper le ruban le jour où on inaugurera, comme ils l'ont fait en Yougoslavie, il y a maintenant une vingtaine d'années. Sur la Turquie, réélection massive d'Erdogan, majorité de l'AKP au Parlement turc, donc Erdogan a les mains libres. Quelle politique va-t-il mener? Et c'est là où il faut regarder de près, et l'IRIS, je pense, s'en occupe aussi. C'est l'avenir des traités, notamment le traité de Lausanne de 1924, sur lequel les Turcs disent que, somme toute, ce traité est caduc. Ce qui remet en cause un certain nombre de frontières, ce qui remet en cause surtout la question du plateau continental de la Méditerranée orientale, c'est-à-dire autour de Chypre, et le statut de Chypre. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a déjà eu des escarmouches avec les Italiens, les Français et les Turcs. Il y a les Grecs qui se surarment. Il y a véritablement un sujet qui est lié aux richesses qui sont sous le plateau continental. Comment est-ce que tout ça va évoluer? C'est une grande question. Comment est-ce que les Turcs vont gérer? Alors, les Turcs, pour le moment, sont très affairés avec la mer Noire. Ils ont la garde des détroits, comme on le sait bien, au titre du traité de Montreux de 1936, le traité des Dardanelles, le Bosphore. C'est eux qui contrôlent le passage. Pour le moment, ils l'ont fait avec beaucoup de prudence et surtout, la mer Noire, dans leur émotion collective, leur mémoire émotionnelle, c'est à eux, la mer Noire. La Crimée était turque. Et aujourd'hui, ils sont un peu chez eux. Et ils n'accepteront jamais que ou les Ukrainiens ou les Russes mettent la main sur l'ensemble du territoire. Donc là, il faut suivre ce que font les Turcs. Il y aura une remise en cause d'un certain nombre de choses existantes. On arrive dans une zone un peu inconnue avec les Turcs. Et on a fondamentalement besoin d'eux parce que la stabilité du Proche-Orient nous concerne directement et ils ont la main. Donc voilà, la problématique turque, elle est ouverte. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
J'ajouterais juste à ce qu'a dit Maurice sur la Chine et les États et l'OTAN. En fait, bien sûr, la guerre en Ukraine alimente le discours. Regardez, il y a une alliance des dictatures, il faut que les démocraties de l'OTAN s'unissent. Mais on disait ça avant la guerre en Ukraine. Biden l'a dit dès son premier passage en Europe comme président en 2021, donc avant la guerre en Ukraine. Et en fait, il y a ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatoires. À force de dire que la Chine est un ennemi, elle va le devenir. Et donc, ce n'est pas. Alors, on dit attention, dès qu'on veut négocier, on est traité de munichois, bien sûr. Mais je veux dire, on a fait un certain nombre d'erreurs à l'égard de la Russie. Il conviendrait de ne pas commettre les mêmes à l'égard de la Chine, parce que là, le prix à payer pourrait être encore plus lourd. Ouais. C'est madame qui choisit. Bonsoir, vous m'entendez? J'ai une question. Comment l'éloignement de l'Arménie de la Russie va-t-il ou non influencer le déroulement de la guerre en Ukraine? Est-ce que vous pouvez répéter, oui, en le mettant peut-être un peu en dessous de votre... Comment l'éloignement de l'Arménie de la Russie va-t-il ou non influencer le déroulement de la guerre en Ukraine? Merci. Comment l'éloignement de l'Arménie, c'est ça? L'éloignement de l'Arménie de la Russie. D'accord. Sur le rôle sur la guerre en Ukraine, alors il va y avoir un... C'est complexe la question arménienne parce que aujourd'hui Pachinian a décidé qui est le président arménien, considère que les Russes ne font plus leur travail sur place et que du coup ce qui était un statut d'observateur n'est même pas assuré. Donc, soit parce que les Russes sont trop pris par la guerre en Ukraine, justement, soit parce qu'ils n'ont pas envie de froisser ni l'Azerbaïdjan ni l'Arménie. Et il ouvre une capacité aujourd'hui du côté américain qui reste effectivement une voie qui n'a pas été tellement exploitée dans la région, même s'ils ont signé un accord, même s'ils sont au courant de ce qui se passe, etc. Donc là, ils vont faire des manœuvres militaires ensemble, ce qui renforce en plus certainement un rôle du président, j'allais dire, plus dans une Arménie qui se veut plus du XXIe siècle quelque part et où il considère un peu que le Haut-Karabakh, c'est pas sa priorité numéro 1 et en cela, il se démarque d'un certain nombre d'Arméniens qui, eux, considèrent que le Haut-Karabakh fait vraiment partie de l'entité et que se battent pour le Haut-Karabakh. On le sait parce qu'il a laissé sous-entendre à un moment donné, les Azerbaïdjanais n'ont pas répondu, sont allés tout de suite au-delà, mais qu'ils pouvaient reconnaître l'Azerbaïdjan dans l'état dans les limites dans lesquelles il était défini. Après, est-ce que ça va jouer quelle est l'implication que ça peut avoir dans le dossier ukrainien? Là, n'est pas tellement important parce que le poids est pas assez considérable, j'allais dire, enfin, sauf si d'autres ont d'autres perceptions. Je pense que c'est la guerre en Ukraine écrase complètement ce qui est en train de se passer en Arménie. Je le mettrais dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, quand on est arménien, une injustice absolue. Parce que vous avez là encore le droit à l'autodétermination, vous avez là encore le fait d'avoir 120 000 personnes qui sont retenues en otage avec des enfants, des personnes âgées, que maintenant ça fait presque 9 mois et que lorsque vous êtes à 9 mois, les potagers sont quasiment tous exploités quand c'est l'hiver et quand c'est le printemps. Mais quand vous arrivez sur votre deuxième hiver, eh bien vous n'allez plus avoir à manger. Donc on va arriver dans des questions de famine réelle. On va arriver dans des questions de maladies très importantes. Elles le sont déjà parce que les enfants en bas âge ne peuvent pas être soignés, parce que les personnes âgées ne peuvent pas être soignées. Et on a une capacité, par contre, des Arméniens du Haut-Karabakh à ne pas vouloir rentrer dans cette politique qui est une politique ukrainienne, qui est une politique de vidéo, une politique où on se fait tout le temps entendre, où on passe son temps à se montrer, où on se rappelle en permanence à l'opinion publique. Quelque part, ils ont encore peut-être un appétit pour quelque chose qui est très ancien, qui s'appelle la pudeur. Mais du coup, la guerre en Arménie, elle semble extrêmement violente quand vous regardez ça avec ce qui est en train de se passer en Ukraine, où vous avez énormément de capacités de dons. Mais derrière, je ne pense pas que ça changera grand-chose, par contre, pour la question ukrainienne, enfin, à mon avis. Merci beaucoup. Sylvain Lermite, je travaille pour le syndicat des céréaliers français. J'ai une question. Vous avez commencé en disant qu'il fallait prendre du recul et faire des analyses. Est-ce que les intérêts économiques concrets, notamment alimentaires, ne motivent pas en fait, et n'expliquent pas
pas mal de choses dans ce conflit. On voit que les zones aujourd'hui occupées sont les zones des bonnes terres d'Ukraine très productives en termes de blé, et on voit les politiques avec les nouveaux flux où du coup l'arme alimentaire telle qu'utilisée par la Russie aujourd'hui est claire et vue aussi par les pays africains qui du coup, dépendant de possibles dons russes, s'abstiennent ou ne votent pas. Est-ce qu'on n'est pas en fait à la fin d'un cycle et avec une nouvelle mondialisation? Vous avez parlé de dédollarisation, de nouveaux flux commerciaux. Est-ce que, notamment en vue de 2050, de nourrir 9 milliards d'êtres humains quand on sait qu'on n'a pas suffisamment de terres agricoles, on n'a pas vraiment une nouvelle mondialisation qui serait basée sur d'autres types d'échanges avec des intérêts, notamment en termes de sécurité alimentaire, qui redeviennent, j'ai envie de dire, primordiaux. Et n'oublions pas que dans l'Union européenne, malgré tout ce qu'on peut raconter, en fait, nous sommes déficitaires en protéines et nous sommes déficitaires en calories. Donc, ça pose quand même question, puisque quand on a faim, l'alimentation n'a plus de prix. Rapidement, c'est vrai que cette guerre a remis la question de l'arme alimentaire au premier rang. Elle était un peu oubliée depuis assez longtemps, puisqu'il y avait de quoi nourrir la planète, on avait oublié les famines, etc. Tout d'un coup, on voit que l'arme alimentaire revient comme au cœur de l'actualité. Et donc, et on voit que finalement, l'URSS, qui à la fin de son existence était importatrice de céréales et de produits alimentaires, est devenue exportatrice, en partie d'ailleurs du fait des sanctions de 2014, pas seulement, mais un peu, mais ça a joué. Et on voit aussi que les Polonais, qui sont les premiers à vouloir aider l'Ukraine et qui nous reprochent de ne pas en faire assez, tout d'un coup ont fermé la porte aux exportations de céréales ukrainiennes, ce qui prouve que entre les principes valeureux et les intérêts, il y a parfois un écart, et que c'est quand même toujours un peu gênant de faire la leçon de morale à tout le monde lorsque soi-même on a des pratiques qui ne sont pas forcément glorieuses. Ce que je pense, et je le dis assez brutalement, si l'Ukraine rentre dans l'Union européenne, c'est la fin de la politique agricole commune, et c'est la fin, et c'est extrêmement dangereux pour notre agriculture et notre souveraineté alimentaire. Et donc, les Polonais l'ont dit plus brutalement que nous, et eux, ils ont agi. Donc, je pense que c'est bien d'être solidaire. Maurice a parlé de la reconstruction. La reconstruction risque d'être payée par l'Europe et inaugurée par les Américains et empochée par des gens dont l'honnêteté ou l'intégrité n'est pas forcément la première mesure. Donc, je pense que sortir de la naïveté, c'est bien l'émotion, mais sortir de la naïveté et dire que de temps en temps, nous avons également des intérêts à défendre et que si ce n'est pas nous qui les défendons, je ne vois pas qui le fera, est quelque chose d'important. Et je rajouterais juste une petite chose de terrain, c'est que en plus la question de la politique alimentaire, ça renvoie toujours sur les décisions et les choix qui ont été faits. Parce qu'en Afrique, par exemple, lorsqu'on parle des céréales, on parle beaucoup du riz, on parle beaucoup du surcoût du riz, on a même le riz en grains, le riz cassé, les brisures de riz. Mais en fait, en soi, dans les pays africains, le riz, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à cuire, ça prend du temps, il faut de l'eau, il faut avoir du bois de chauffage, donc c'est pas une céréale qui est une céréale du continent. Donc après, on a toute une réflexion, le Bénin, par exemple, reprend toute une logique de comment est-ce qu'on va refaire à un moment donné des champs qui sont des champs avec les propres céréales, etc. Donc c'est aussi toute la question aujourd'hui sociétale qu'il y a derrière, toute cette action du consumérisme et des flux. Et quand on voit que même la France, par exemple, est un pays touché, pas uniquement par rapport à ses denrées alimentaires, mais quand on voit que la question forestière, à la sylviculture aujourd'hui, le bois qui s'en va, et quand on va chercher comment est-ce qu'on peut acheter du bois pour les ébénistes, pour les menuisiers, pour se chauffer, etc., et qu'on sait qu'en fait on se promène dans les espaces qui sont bien peuplés et qu'on a eu des coupes qu'on n'a jamais vues de toutes les années parce qu'il en faut de plus en plus et que tout ça part en Chine, les questions se posent. Et dernier point, c'est qu'effectivement maintenant, comme tous les pays sont en train de travailler avec des routes plus conséquentes et plus courtes, on va voir aussi comment est-ce que la redistribution va se faire. Là, je reviens sur quelque chose d'un peu plus court terme, quoique c'est quand même du moyen terme. C'est la manière dont les combattants, les Russes d'un côté et les Ukrainiens aidés par nous-mêmes de l'autre, vont être les plus auront tendance à s'arrêter faute de munitions. On a parlé beaucoup, et il n'y a pas que vous d'ailleurs, dans toutes les réunions que j'ai, on parle toujours de nous.
l'Occident. On est capable de faire ci, on est capable de faire ça, etc. Je n'entends jamais rien sur ce que les Russes sont capables ou pas capables de faire. Et mon impression à moi, je les connais un petit peu, les Russes, c'est qu'ils n'ont pas des qualités fantastiques de dynamisme industriel pour s'adapter aux situations. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a un risque qui est plutôt positif pour nous, c'est que la Russie soit obligée de s'arrêter pour livrer aussi les armes qui doivent remplacer les armes qu'ils ont je dirais, épuisées. Est-ce qu'il y a une étude qui est faite, à ma connaissance, il n'y en a pas, sur ce fait, quand est-ce qu'ils ne pourront plus avoir des nouveaux armements. Voilà. C'est quand même aussi important que nous... Il y a un peu de littérature sur le sujet, et c'est de dire qu'ils se sont adaptés et que des choses rustiques, sommaires, ils produisent, et que nous aussi, on a du mal à fournir des armes aux Ukrainiens. Mais je pense que plus que les armes, ce qui va faire peut-être cesser les combats, c'est les hommes. C'est-à-dire que... C'est inclus dans ce que je dis aussi. Oui, non, mais c'est-à-dire que vous voyez qu'il y a de plus en plus de désertion en Ukraine. Ouais. Il y a quand même 1,5 million de Russes qui ont quitté pour fuir la mobilisation et la répression. Donc il y a des gens qui... Là, on dit, non, il faut... Ceux qui appellent au cessez-le-feu sont des défaitistes, sont des munichois, etc. C'est bien beau d'envoyer les gens au combat quand on reste à commenter l'actualité. Mais il y a toute une génération, Armel en parlait, il y a des gens qui... Quand la souveraineté ukrainienne était en cause, bon, les gens pouvaient être mobilisés, mais là, la souveraineté ukrainienne n'est plus en cause. Et je ne suis pas sûr qu'il y a certainement des Russes ou des Ukrainiens qui n'ont pas envie de mourir pour le Donbass. Et donc, quand il y aura un trou générationnel, peut-être que la guerre va s'arrêter, faute de combattants. Il y a les armements. Vous savez ou pas, d'ailleurs, mais je pense que vous le savez évidemment, qu'une bonne partie des armements russes, entre guillemets, venait d'Ukraine. C'est l'Ukraine qui fabriquait les missiles du S-300V, il faut le faire quand même, qui fabrique des avions, des parties de bateaux, etc. Comme ils n'ont plus contrôle sur là-dessus, ils ont un manque pour fabriquer de nouveaux armements. C'est important, ça. Oui, d'ailleurs, en Ukraine, on voit qu'il y a des drones, il y a tout un ensemble de choses qui sont faites certainement par des anciens ingénieurs d'armement ukrainiens et qui, du coup, se sont mis à réfléchir rapidement. Mais c'est vrai qu'au moment de la chute de l'Union soviétique, il y a eu... L'Ukraine a gardé notamment tout le littoral de la mer d'Azov, où il y avait effectivement des usines extrêmement pointues, a gardé toutes les licences. Vous parlez des bateaux, les turbines de bateaux, par exemple, et tout le reste. Et quand l'Union européenne a négocié l'accord d'association avec l'Ukraine, la question qui s'est posée, c'est est-ce que nous, Européens, n'étions pas en train de casser ce lien qui existait entre l'Ukraine et la Fédération de Russie, sans y prendre garde. Et nous avons été mis en garde sur ce sujet. Bon, j'avais un collègue à Berlin, ambassadeur de Russie, qui me disait « Mais qu'est-ce que vous mettez dans votre accord d'association ? Nous avons des économies extrêmement intégrées entre l'Ukraine et la Russie. Dites-nous ce que vous y mettez, on pourra en parler. Mais nous, si nous allions négocier individuellement avec un pays de l'Union européenne quelque chose qui mette en péril le marché unique, je pense que vous aimeriez le savoir. » Et donc, nous ne l'avons pas fait, mais c'est pour illustrer le propos que vous avez. Le sujet, il est là aussi. Une dernière question ? Bonsoir, merci pour ces échanges vraiment passionnants. Colline Padou, doctorante en droit. J'ai une question sur la place des entreprises technologiques dans cette guerre. On a encore pu lire récemment le poids de l'entreprise Starlink d'Elon Musk et de ses satellites, notamment en Ukraine. En plus, couplé à ça, la place de Twitter, qui est non négligeable dans cette guerre aussi. Donc finalement, ce sont deux outils fondamentaux de puissance concentrés autour d'un seul homme. Est-ce qu'aujourd'hui, la place des technologies et de ces entreprises privées qui rebattent les cartes des théories classiques des relations internationales vous inquiète ou en tout cas vous préoccupe, d'autant plus qu'à l'avenir, on verra peut-être de plus en plus d'États s'en remettre aux capacités de plus en plus fortes de ces entreprises privées. Je vous remercie. C'est un phénomène général, c'est que maintenant Elon Musk parle sur un pied d'égalité avec le patron de la NASA, que bon, en Chine, Jack Ma a été réglé, on lui a fait comprendre qu'il ne faut pas aller trop loin et que le parti commandait toujours au BATX après avoir commandé au fusil, mais vous avez maintenant effectivement du fait ces entreprises technologiques
des acteurs non étatiques qui veulent soit émettre de la monnaie, soit aller sur la Lune, soit parce que Elon Musk a aidé les Ukrainiens au début, ensuite il les a gênés, il a proposé un plan de paix. Donc c'est effectivement un phénomène nouveau et qui est plutôt inquiétant en fait, parce que au moins les chefs d'État ils sont responsables par rapport à un peuple. Elon Musk il est responsable par rapport à personne. Oui, je pense qu'il y a le poids. D'abord, le poids des GAFA américains existe encore. Ça, même si on peut parler de la baisse de l'Occident, même si on peut parler des critiques qui sont faites aux valeurs, etc., etc. Par contre, il y a toujours le rêve des GAFA. Et donc, la volonté, même quand vous allez en Iran, même quand vous avez toujours ce rêve de vivre et de consommer. Ensuite, cette nouvelle technologie qui sont mises en place, c'est très structurant en fait dans la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que vous avez une guerre qui va être une guerre 14-18 de tranchées, une guerre où il va y avoir énormément d'obus au début. Quand les Russes ont bombardé, c'était parce qu'ils avaient des stocks d'obus. Les obus, ça se conserve facilement. C'est pas du missile, il n'y a pas de la technologie à l'intérieur. Donc vous pouvez les enterrer sommairement, vous les récupérez. Et puis derrière, on se retrouve avec tout ce qui est effectivement le plus pointu dans le numérique aujourd'hui. Et donc on voit le poids que ça représente. On voit effectivement que on se retrouve avec une guerre où c'est État contre État, parce que la Russie c'est un État, c'est pas comme le terrorisme qui n'est pas un État. Donc on est État contre État, et en même temps on retrouve par contre du non-État sur ces demandes-là. Et derrière, quand on regarde du côté des BRICS par exemple, on voit que tous ces pays sont déjà dans la conquête spatiale, et que du coup derrière, parce que derrière c'est la capacité satellitaire, c'est la capacité de gouvernance, c'est la capacité du cloud, etc. Donc ça nous amène en fait à ouvrir les yeux sur des centaines de choses. Et on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle dans les relations internationales, mais ça jouera son rôle aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.